amis. Madame la directrice générale, nous vous remercions tout d'abord pour votre présence. Nous savons au Syncas que vous ne venez pas les bras chargés d'annonces répondant à nos revendications, quelques jours avant le scrutin du 6 décembre, et pour lequel nous sommes mobilisés. Mais nous avons de notre côté de nombreuses choses à vous dire, des alertes, des demandes, des propositions. Les collègues présents, particulièrement nombreux cette année, et tous les autres seront attentifs à vos réponses. Nos journées nationales nous rassemblent chaque année pour approfondir notre réflexion. Cette année, à Paris, grâce à l'apport d'intervenants de qualité, nous l'avons vu tout au long de cette journée, nous réfléchissons ensemble sur le thème transformation, transition, rupture, agir et maîtriser nos métiers demain. Ce thème, dans l'actualité, s'imposait. L'an dernier, nous espérions des améliorations pour les établissements, pour le management et pour les directeurs, cadres, médecins et pharmaciens. Rien n'est venu, ou si peu. Mais nous n'abandonnerons rien. Nous allons poursuivre nos objectifs, ne pas nous résigner et nous mobiliser. Répétons-le d'emblée. Les cadres de direction, médecins, pharmaciens, attachés, ingénieurs, ne craignent pas les réformes. Ils en ont l'habitude. Dans le tourbillon de celles des dernières années, ils ont démontré leur capacité à les appliquer malgré leurs contradictions et malgré les difficultés. À la veille d'une réforme majeure, notre exigence professionnelle et syndicale reste qu'elle soit concrètement applicable, équitable sur l'ensemble du territoire et qu'elle puisse réellement conduire à l'amélioration de notre système de santé et médico-social. Ce sont les objectifs affichés, mais nous en sommes loin, car tous les collègues sont inquiets et cette inquiétude est légitime. Revenons d'abord sur l'année écoulée qui a été bien décevante. Pour les établissements, les usagers, les personnels, comme pour les collègues, la potion est amère. Le financement ne suit pas, les prises en charge sont compromises, les conditions de travail se dégradent, les responsables du management se voient imposer des objectifs impossibles à tenir. Pour les établissements, la crise de l'allocation des ressources s'amplifie encore. Les établissements publics du secteur sanitaire, social et médico-social sont soumis à une injonction d'économie sans fin. Dans le secteur hospitalier, la plupart des établissements plongent dans le rouge tout en ayant déjà redimé sur tout. Dans le secteur des EHPAD, où les marges sont nulles, nous sommes à bout. Et la LFSS 2019 en discussion ne laisse présager d'aucune embellie, car ce sont toujours les mêmes arbitrages qui nous pénalisent. Le secteur social se débat comme il peut. La protection de l'enfance survit avec des conseils départementaux aux finances exsangues. Nous n'avons aucune réponse à notre courrier sur le dégel de la réserve prudentielle pour la clôture des comptes 2018. Que décideront les pouvoirs publics? Pour les usagers, les prises en charge sont assurées, mais sous tension et pas seulement aux urgences. Les risques de moindre qualité des soins sont réels et parfois avérés, faute de recrutement médical et parfois soignant, faute de capacité de prise en charge, faute de ressources dans les EHPAD et les foyers. Les ruptures de prise en charge s'accroissent dans les zones rurales et suburbaines, dont les établissements sont en train de couler en silence. Pour les personnels, un autre gel prudentiel a été appliqué, aux dispositifs PPCR comme aux évolutions statutaires ralenties ou arrêtées. Citons la seule annonce catégorielle pour les aides-soignants, énoncée du bout des lèvres sous forme d'un accompagnement encore imprécis. Le recrutement contractuel s'accroît. Les conditions de travail se dégradent, les possibilités de promotion professionnelle se ralentissent, la démotivation gagne partout, les potentialités de conflits sociaux s'accroissent, tandis que les discours nous parlent d'une hypothétique qualité de vie au travail, devenue l'arlésienne du moment. Pour les directeurs, cadres, médecins et pharmaciens, l'année a vu l'aboutissement de quelques dossiers statutaires, datant d'avant votre arrivée à la DGOS. Pour les directeurs et les attachés, nous ne les minimisons pas, malgré le temps long qu'il a fallu attendre. Mais les contradictions s'accumulent. Tous les collègues sont inquiets et comment ne le seraient-ils pas? Ils sont à la peine face à de trop nombreux chantiers mal conçus et mal préparés, pour lesquels ce sont eux qui sont critiqués lorsque la tâche est en réalité impossible. Ils sont parfois suspectés de dramatiser la situation et le soutien leur est mégoté, malgré les injonctions paradoxales de l'État. Ils sont peu écoutés,
peu respecté, peu reconnu. L'année a vu un amoncellement d'annonces et de projets, de feuilles de route, de plans et de stratégies ministérielles. Mais s'ils ont le mérite de dessiner un avenir plus cohérent, en tout cas dans la communication ministérielle, nous pensons au 5A CFDT que l'État ne prête toujours pas l'attention nécessaire à la situation réelle des établissements et à leurs directeurs, cadres, médecins et pharmaciens. Ils n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus l'accumulation des contradictions, ni le report des arbitrages sur les établissements et la fuite en avant qu'on leur demande de mener toujours en silence, alors qu'ils sont placés sous des lumières médiatiques parfois malveillantes, qu'ils y laissent leur réputation professionnelle, leur santé et leurs équilibres personnels et familiaux. L'inquiétude et la déception pour eux aussi peuvent devenir de la colère. Parlons du présent et d'un avenir qui reste fait d'une grande incertitude. L'absence de concertation est devenue une règle de gouvernement. C'est évidemment intenable et dangereux. Jamais le blocage n'avait été porté à un tel paroxysme, y compris pour des adaptations statutaires simples et sans effet financier. Aujourd'hui, tous les collègues doutent, à juste titre, des intentions de l'État à leur égard. Il n'y a eu aucune réunion de concertation avec le ministère depuis des mois, ni même de perspective ou de calendrier. Cela ne peut durer. Le 5A CFDT réclame la considération que l'État doit au directeur pour le travail accompli. Il la mérite et elle passe à la fois par un soutien plus marqué dans les difficultés du quotidien et par un projet négocié de gestion des corps de direction, dont la modernisation des statuts. J'y reviendrai. En 2019, l'État va encore imposer des efforts supplémentaires irréalistes dans les restructurations et l'allocation des ressources, rendant encore plus incertain le management. Après les perspectives de fin d'année 2018, celles qui se dessinent pour 2019 alarment les directeurs et les personnels qui réclament des choix soutenables. Nous mesurons tous les jours l'écart entre l'annonce d'un nouveau modèle financier dont l'élaboration reste incertaine et qui prendra du temps et l'amplification de la politique du rabot, sans visée systémique, sans évaluation des conséquences, sans mesure d'impact durable sur l'offre. La démographie médicale et paramédicale reste une grave préoccupation, car la pénurie continue à s'étendre et sans la présence des compétences indispensables, de nombreux établissements n'assureront pas leur mission. Et sans attractivité suffisante, ils ne recruteront pas les professionnels de santé qui font défaut. Dans les GHT, l'État continue d'enjoindre des restructurations permanentes, dans une logique de concentration peu évaluée. Les changements sont annoncés pour la ville, mais restent encore dans les limbes. Chacun pressent que le futur modèle, largement tiré de la contribution du HCAM, n'a pas d'alternative. Mais rien n'est encore au point, et surtout pas pour gérer le futur immédiat, ni pour organiser la transition. Or, l'objectif ne peut être atteint si celle-ci, la transition, n'est pas réussie. Et parce qu'il s'agit de répondre à une crise systémique, il faut une cohérence globale. D'autant que cette crise majeure touche le système dans toutes ses composantes et qu'elle s'aggrave. Notre position est connue. Il faut préciser ce que devra être l'hôpital de proximité, sa place, son financement et sa gouvernance, dans ou hors les GHT. Nous déplorons de ne pas être associés correctement à la réflexion sur ce sujet déterminant pour la réussite des réformes. Il faut développer les collaborations interhospitalières, mais sans tomber dans un modèle intégratif et autocentré, créant des assistances publiques, ni déconnecter la capacité de dialogue constructif avec les acteurs de la proximité, CPTS comprises. L'évaluation des périmètres des GHT et leur révision nous semble une évidence et une urgence pour la cohérence de la proximité, y compris avec les établissements médico-sociaux. La psychiatrie et la santé mentale méritent cette réflexion de fond. La révision du modèle de fonctionnement des GHT est indispensable, car en l'état, il est complexe, sinon impossible, coûteux et souffre d'un manque d'évaluation. Devrons-nous attendre que les juridictions financières le constatent ? La consolidation du médico-social, personnes handicapées et personnes âgées, passe par une politique qui reste à confirmer. La reconnaissance tardive par le ministère des effets délétères de la réforme tarifaire des EHPAD, prétendument généreuse et vertueuse, n'a rien désamorcé. Les directeurs et les personnels vivent les situations concrètes, bien éloignées de la communication officielle. Les usagers et leurs familles ont su souligner aussi dans le mouvement récent le manque d'effectifs des établissements. Comment estimer encore que certains seraient surdotés ?
Le mouvement social du début d'année n'a pas suffi. La CFDT Santé Sociaux a dû s'imposer pour être entendue par la mission LIBO. C'est un exemple de ce travers constant de l'État, le déficit d'écoute des partenaires sociaux. En dépit de nos alertes, le report des impasses sur les établissements où les familles se poursuit. Ce n'est ni acceptable dans le principe, ni supportable dans la durée. Le 5A CFDT le répète encore, les promesses de lendemain meilleur ne peuvent se finir en petit exercice de tarification. La feuille de route ministérielle a le grave défaut de ne pas prendre la juste mesure du présent, ce qui entraîne un risque majeur de rater la transition. Dans ce contexte, les pouvoirs publics mettent parfois en cause le management, suggérant que les difficultés tiennent à l'organisation plus qu'au manque de moyens. Cette posture veut reporter sur les directions la responsabilité des insuffisances, notamment face aux médecins, au personnel, aux usagers et aux élus. C'est un leurre classique et facile, qui ne dupe personne et qui n'est d'ailleurs pas propre au gouvernement actuel. Le climat social s'est encore tendu. La période est marquée par une défiance à l'égard du management, car les directeurs sont sommés d'atteindre des objectifs irréalistes. Mais ils ne sont pas les décideurs des coupes de la masse salariale, sur la masse salariale. Ils les subissent. Les équipes ne s'y trompent pas, les personnels le savent aussi. La revendication d'une soutenabilité de la gestion est un de nos axes permanents. Pour le 5A CFDT, lorsque des crises se transforment en conflits sociaux, il est impératif que chacun assume ses responsabilités, sans confusion ni fuite devant celles-ci. Les décisions doivent être assumées par ceux qui les prennent, et cela vaut pour les arbitrages de ressources comme pour les choix stratégiques. Il est trop facile de faire porter le chapeau aux directeurs après leur avoir imposé des orientations qui ne peuvent être portées sans réaction vive des personnels et ou des élus. Les chefs d'établissement se sentent souvent bien peu soutenus par les ARS ou les DDCS. Pour le 5A CFDT, il faut réviser le processus de protection fonctionnelle des directeurs et en confier la responsabilité au CNG, seule autorité en capacité de position objective. Il faut avant tout que l'État, à tous ses échelons, soutienne ceux qui assument en première ligne dans les situations de conflit. La charte de l'éthique et de la responsabilité a été adoptée. Elle n'est pas la réponse à tous les problèmes de terrain, mais peut favoriser des clarifications dans les relations avec les ARS, les DDCS, voire les élus locaux, pour expliciter et resituer les responsabilités dans le respect du rôle de chacun et avec de meilleures garanties d'application du droit. Il reste à la mettre en œuvre, et nous y sommes résolus, dans les rappels aux autorités publiques et l'accompagnement des collègues. Il serait paradoxal que des tiers s'en prévalent pour des objectifs qui leur sont propres et que nous ne soutenons pas, tandis que l'État tarderait de son côté à la mettre en œuvre par frilosité ou par indifférence. Le 5A CFDT demande que l'État renonce à la logique descendante. L'actuelle logique descendante fait l'impasse sur le dialogue. Mais sans concertation sérieuse avec les professionnels de santé, il sera impossible d'éviter de nouvelles dégradations et de faire évoluer utilement le système de soins. Le plan Ma Santé 2022, qui ne comporte rien de transcendant, ne pourra qu'à cette condition réorganiser le système de santé par une graduation des soins et des prises en charge et un renforcement des coopérations. Il en est de même du plan Grand Âge Autonomie. Quand il faut pousser la porte pour que la CFDT puisse faire entendre sa voix, mais même si nous resterons dans une enveloppe fermée, il serait vain de croire que l'objectif pourrait être atteint sans investissement humain et financier important, et dans la période de transition, ce ne sont pas les gains d'efficience qui pourront les compenser. Le 5A CFDT a adressé un courrier à la ministre le 29 octobre avec une double demande. Celle concernant la nécessaire concertation avec les représentants des directeurs, des médecins et des autres personnels a trouvé un début de réponse dans la confirmation de notre participation au comité de pilotage lancé lundi Ma Santé 2022. Il faut que cela se vérifie aussi dans les groupes de travail dont certains ne nous sont pas franchement ouverts. Nous demandons l'ouverture de négociations statutaires. Notre demande d'ouverture de négociations statutaires reste en revanche encore sans réponse. Le 5A CFDT porte une exigence pour la fonction de direction dans une vision transversale. Les emplois et les missions sont à la mesure de la diversité des établissements, mais tous les collègues assument des responsabilités étendues qui les mobilisent fortement. Les anciennes frontières n'ont plus de sens
car les restructurations et les coopérations ont réétalonné tous les emplois. Ce réalignement appelle une innovation statutaire qui nous paraît évidente, tant ses avantages pour tous sont patents. Chacun connaît nos propositions et elles rassemblent de plus en plus largement. Si l'option de l'unicité statutaire conserve encore quelques détracteurs, c'est plus par réflexe conditionné que sur des arguments sérieux. Aux corporatismes syndicaux ou associatifs, le 5AS-CFDT rappelle que les avantages de l'unicité sont documentés depuis longtemps et totalement connectés aux réalités de terrain. Parallèlement, au sein de l'État, certains prônent l'effritement de la fonction de direction statutaire et le recours au contrat. Face aux promoteurs de la déconstruction statutaire, nous opposons non pas l'existant, mais une vision rénovée et unifiée du statut de direction qui se réfère au service public et à la logique de fonction publique qui en fait partie. Cela simplifiera la gestion des emplois, en particulier des emplois fonctionnels dont vos services admettent qu'elle est devenue illisible, et favorisera des mobilités choisies dans les régions et les établissements. Les directions communes se multiplient avec les GHT. En 2018, l'année n'est pas finie, il y a eu de 2 à 3 recompositions territoriales par semaine. Cela rend absurde l'immobilisme actuel dont les directeurs et les établissements pâtissent. Notre revendication cohérente et d'avenir est ainsi le nouveau statut unique des DH et des D3S et l'alignement de carrière des directeurs des soins sur les grilles des autres directeurs. Il s'agit de prendre en compte les évolutions intervenues qui font coïncider les logiques territoriales et de métiers, quelle que soit la taille ou les missions des établissements. Les réalités d'exercice et les responsabilités assumées le justifient. Pour le 5AS-CFDT, la sempiternelle réponse du ministère, rétorquant qu'il ne peut rien annoncer, rien engager, rien discuter, faute de mandat officiel, ne peut durer. Pourquoi retarder ce qui facilitera directement l'exercice de tous? Pourquoi mettre des bâtons dans les roues aux établissements pénalisés par ce retard et aux directeurs qui ne veulent plus entendre ce refus? Pardon. Nous vous demandons aussi des assurances sur le maintien de la gestion nationale des corps de direction et des instances nationales. Face aux remises en question envisagées en haut lieu et à la réforme du financement du CNG décidée sans la moindre concertation, nous tenons à le redire. Le CNG est la DRH des directeurs et leurs syndicats sont et doivent rester associés sans confusion des rôles à cette gestion. Elle n'est évidemment pas parfaite. Les moyens en sont contraints et les limites réelles. Mais il n'y a pas d'autre option, car tout recul placerait les directeurs en dépendance totale des ARS. C'est d'autant plus le cas qu'il est nécessaire de développer des aspects encore largement occultés, le suivi de la santé au travail des directeurs, la prévention et le traitement des risques psychosociaux, la formation et l'accompagnement managérial. Le CNG doit pouvoir remplir pleinement ses missions et nous devons pouvoir exercer notre rôle de veille et de contrôle. La GRH des directeurs comporte des actions de prévention, de développement individuel ou d'équipe, mais aussi l'accompagnement des professionnels dans la gestion active de leur parcours et le soutien des personnes dans les difficultés. La question du retour dans les emplois, après le retrait des fonctions, la recherche d'affectation, quelle qu'en soit la raison, la fin du détachement, appelle des solutions qui aujourd'hui n'existent pas. Cela ne peut laisser les pouvoirs publics indifférents. La politique actuelle du ministère ne peut pas se limiter à ce que ces personnes, ces professionnels, ne soient plus un caillou dans la chaussure de l'administration. L'accompagnement syndical que nous réalisons à la demande de nos collègues nous confirme dans cette appréciation du besoin et dans son urgence. Nous disons qu'il n'est tout simplement pas normal de subir la dégradation et la tension actuelles qui sont pathogènes. C'est injuste et nous ne l'acceptons pas pour nous-mêmes et pour nos familles. C'est pourquoi le dossier des conditions de travail des directeurs et celui de notre santé au travail nous mobilisent. Pour cela, nous voulons aller au bout du projet entrepris en commission des conditions de travail et au comité consultatif national. Un processus innovant de signalement et de traitement des situations à risque. Nous allons agir pour faire reconnaître la rupture d'égalité dans l'application de la réglementation actuelle, inadaptée aux directeurs pour le traitement des situations de notre santé, y compris en lien avec le service. Le protocole de 2011 reconnaît notre engagement et celui de l'État sur ce sujet-là aussi.
Cela est une urgence. Cela suppose aussi des effectifs à hauteur des besoins pour le CNG et le HESP. Pour que le CNG puisse être une DRH de haut niveau, dotée d'outils efficaces, et pour que le HESP puisse assurer des formations de haut niveau grâce à une situation financière structurellement rétablie. Or, l'amendement gouvernemental, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, modifie le financement de l'EHESP et du CNG, instaurant une contribution directe de l'assurance maladie à partir de 2020 à la place des contributions des établissements. La même méthode niant le dialogue social a été appliquée et les conséquences sont potentiellement importantes pour la représentation des personnels et des établissements. Si dans son principe, la mesure constitue bien la simplification administrative annoncée, le problème n'est pas d'abord dans le recouvrement des recettes, mais bien dans le niveau de l'autorisation budgétaire régulièrement rabougrie. C'est le financement suffisant et durablement équilibré qu'il faut garantir, ainsi qu'une gouvernance maintenant la place des professionnels. Cela ajoute à nos nombreux sujets d'inquiétude. Est-il besoin de souligner notre attachement à l'égalité professionnelle ? Nous y poussons au sein des instances, où elles correspondent tout simplement à la nouvelle répartition au sein des corps, mais elle ne se vérifie pas encore assez pour les plus hauts emplois. Un des motifs de blocage des dossiers statutaires, des 3S et directeurs des soins, est sans doute leur proportion majoritaire de femmes, et cela est révoltant. Le 5A-CFDT est aussi réactif dans toutes les manifestations discriminatoires qu'il rencontre, notamment dans le cas des comportements et violences sexistes et même de harcèlement sexuel qui existent, y compris, hélas, au sein des corps de direction. Ce long passage en revue des difficultés et des dossiers aurait pu s'étoffer de bien d'autres sujets. J'en resterai là en insistant encore une fois sur la nécessité pour le gouvernement d'entendre les messages et de changer de méthode. S'il ne fait pas plus appel à la contribution de tous dans la définition et l'application des politiques publiques par le dialogue en associant les responsables des établissements, il se condamne à l'échec. Mais c'est toute la collectivité qu'il fera alors échouer. S'il ne répond pas enfin aux alertes que nous exprimons régulièrement, que ce soit sur la situation des établissements ou sur celle de leurs responsables, il se condamne à les voir se démotiver. Mais c'est toute la collectivité qui en subira les effets. S'il se contente du silence ou des habituelles réponses convenues, lorsque nous lui exprimons les attentes de soutien et d'évolution managériale et statutaire, il prend le risque que les rapports se tendent. Mais c'est toute la collectivité qui en fera les frais. Le 5A-CFDT privilégie le dialogue. Il se veut force de proposition dans un esprit de responsabilité. Mais lorsqu'il est critique sur certains choix publics, il apporte sa pierre à l'ouvrage collectif pour servir l'intérêt général. Mais encore faut-il que ce dialogue soit ouvert. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas. Ni les établissements, ni les collègues ne sont en mesure d'attendre davantage. Ils ne supportent plus les tergiversations qui nient tout ce qu'ils expriment. Il y a urgence à un changement de méthode. La question que nous soulevons aujourd'hui est celle de la confiance. Or, aujourd'hui, elle fait défaut. Le 5A-CFDT réclame un contrat de confiance, passant par un juste retour par l'État à nos demandes et la reconnaissance de nos responsabilités pour permettre un management soutenable, pour faire évoluer les statuts, pour redonner sens à l'engagement professionnel. Dans quelques jours, nos collègues seront nombreux à rappeler ces attentes par leur vote aux élections de la fonction publique. Si les messages restent toujours ignorés par l'État, nous aurons à poursuivre nos actions par d'autres moyens jusqu'à obtenir satisfaction. Nous nous y engageons, nous y sommes prêts. Je vous remercie.